Pour repérer le champ lexical de la mort, j'ai pris le texte et j'ai souligné les mots appartenant au champ lexical en rouge. Alors, bien évidemment, dans le champ lexical de la mort, on trouve le mot mort. On voit d'ailleurs qu'il est répété à plusieurs reprises dans le texte. Ici, combien de patrons morts avec leurs équipages, heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus, et encore une fois, mort. Cependant, on va voir que Victor Hugo utilise de nombreuses paraphrases pour parler de la mort sans utiliser ce mot. Par exemple, dans ce vers, l'ouragan de leur vie a pris toutes les pages et d'un souffle, il a tout dispersé sur les flots. Que fait Victor Hugo dans ces deux vers? Il fait une métaphore. Souvenez-vous, une métaphore, c'est une comparaison, on compare deux choses, sauf que dans une métaphore, on n'utilise pas d'outil de comparaison, comme ou tel que. Donc là, Victor Hugo compare la vie des marins à un livre plein de pages que l'ouragan, donc en fait la tempête qui a provoqué le naufrage, donc l'ouragan fait s'envoler. L'ouragan fait s'envoler toutes les pages de leur vie. Donc l'ouragan prend les pages, c'est-à-dire qu'il prend en fait la vie des marins. Plutôt que de parler de la mort des marins aussi, Victor Hugo préfère parler de leur fin. On a dit aussi que les vagues saisissent l'esquif, et donc le navire, et saisissent les matelots, donc elles les prennent, c'est-à-dire qu'elles les tuent, elles les emmènent. On parle également des têtes perdues, des marins, et on parle aussi de leurs souvenirs ensevelis. On va revenir sur ce vers-là plus tard, mais enseveli, qu'est-ce qu'on ensevelit d'habitude? Qu'est-ce qu'on enterre? C'est un corps. Donc on pourrait le mettre dans le champ lexical de la mort. À un moment donné, Victor Hugo aussi rapproche la mort du sommeil, puisqu'ici il dit, en parlant des marins, tandis que vous dormez dans les goémons verts. Alors, est-ce que les marins dorment vraiment dans les goémons, c'est-à-dire dans les algues au fond de l'océan? Est-ce qu'ils dorment? Non, ils dorment d'un sommeil éternel, ils sont donc morts. Et encore une fois, il utilise la même image, et quand la tombe enfin a fermé leurs paupières, normalement quand on ferme ses paupières, c'est pour s'endormir, mais quand on les ferme pour toujours, c'est qu'on est mort. Il parle également des ombres qui ont disparu, il parle également des cendres. Alors, les cendres, là dans le poème, ce sont les cendres du foyer, c'est-à-dire les cendres de la cheminée et les cendres du cœur, des veuves qui attendent encore leur mari disparu en mer, mais les cendres, ce sont aussi les restes, une fois qu'on a brûlé les corps, normalement. Et enfin, dans le champ lexical de la mort, on trouvait ces trois termes, la tombe, la pierre, qui est la pierre tombale, et le cimetière, donc des mots qui rentraient tout à fait dans le champ lexical de la mort. On continue la question suivante. Si vous deviez associer une couleur à ce texte, quelle serait-elle? La couleur la plus évidente, c'est bien évidemment le noir, puisqu'on nous parle à plusieurs reprises d'ombre. L'adjectif sombre également revient à plusieurs reprises. Vers 14, par exemple, vous roulez à travers de sombres étendues. Si on descend un peu, là, le mot est répété. Le qui sur toute ombre, encore une fois, enverse une pluie noire. Là, vous avez la couleur qui est évoquée directement. Sur le sombre océan, jette le sombre oubli. Donc le noir allait tout à fait avec ce texte. J'aurais pu également accepter deux couleurs citées dans le texte. On vous parle donc des marins qui dorment, dont le corps repose dans les goémons verts, donc dans les algues. Le vert reste sombre d'une certaine manière, et une couleur assez lugubre, généralement. Mais on remarquera qu'avec ce noir, on a aussi la couleur blanche qui fait un contraste. Alors cette couleur blanche, à qui elle appartient? Elle appartient au front des veuves. On les trouve vers 34. Vos veuves au front blanc, las de vous attendre. Alors, les veuves ont le front blanc. C'est une manière aussi de signifier que elles sont vivantes. Les marins sont dans la nuit, ils sont morts, elles sont donc associées à la couleur noire. Les veuves, elles, sont en vie, elles sont donc associées à la couleur blanche. Voilà pour les couleurs qu'on pouvait associer au texte. Quel est le sentiment le plus présent dans ce texte? Vous l'aurez deviné, un texte avec un tel champ lexical de la mort et avec une couleur aussi sombre, forcément, c'est un texte qu'on va associer à des sentiments assez tristes. Les sentiments de qui? Les sentiments des gens qui attendent vers 18, ceux qui ne sont pas revenus et qui se posent la question: où sont-ils?
Où sont nos maris, nos fils, nos enfants qui sont partis en mer et qui ne reviennent jamais? Donc, une tristesse chez les gens qui attendent les marins. Mais observons plus précisément la strophe. On s'entretient de vous parfois dans les veillées, main joyeux cercle, assis sur les ancres rouillées, mêle encore quelque temps vos noms d'ombre couverts, au rire, au refrain, au récit d'aventure, aux baisers qu'on dérobe à vos belles futures, tandis que vous dormez dans les goémons verts. Alors, au milieu de ce champ lexical de la mort, d'un seul coup, on a un champ lexical plutôt joyeux, puisqu'on nous parle, vers 26, de joyeux cercles, donc des cercles des veillées. Qu'est-ce que c'est qu'une veillée? Une veillée, c'est tout simplement une soirée qu'on passe entre amis, en famille. Donc, les gens se réunissent, se mettent en cercle, ils sont assez joyeux. On nous dit qu'il y a des rires, donc des refrains aussi, donc les gens chantent, des récits d'aventure, on se raconte des histoires, et même que vos belles futures, c'est-à-dire les femmes que les marins étaient censés épouser à retour, on leur vole des baisers, donc ça veut dire qu'elles refont leur vie avec d'autres hommes. On a donc un sentiment assez joyeux dans cette strophe, mais le sentiment joyeux il disparaît vite au vers 30, puisque cette joie des vivants, elle est opposée à la mort éternelle des marins, tandis que vous dormez dans les goémons verts. On avance encore un peu. Suivant. Donc, les marins sont morts, mais il y a deux types de morts dans ce texte, parce que pour le poète, la mort en mer, elle est bien particulière, car on ne retrouve jamais les corps des marins. En effet, les corps disparaissent en mer. Et au vers 22, le poète explique que c'est comme si le marin mourait deux fois. D'abord, il y a son corps qui disparaît, et après, c'est son souvenir. Donc en fait, le marin qui disparaît en mer, il sombre dans l'oubli. Regardons au vers 22 comment il nous montre que les marins sont soumis à ces deux morts. Vers 22, le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. Regardons comment le vers est composé, on va regarder sa longueur, on compte. Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. Alexandrin, 12 syllabes. Regardons maintenant où se trouve la coupure avec la virgule. Le corps se perd dans l'eau. 6, donc pile au milieu du vers. Et souvenez-vous comment ça s'appelle? La coupure au milieu du vers, ça s'appelle l'hémistiche. Et on voit que le vers il est coupé pile poil au milieu, et d'un côté on nous parle de la mort du corps qui se perd dans l'eau, et de l'autre de la mort du nom dans les mémoires qui cesse d'exister. Puisque, strophe suivante qu'on vient de lire, on continue de parler d'eux dans l'éveillé, mais finalement, vers 31, bientôt des yeux de tous, votre ombre est disparue. L'un n'a-t-il pas sa barque et l'autre sa charrue? C'est-à-dire que les gens ils peuvent se souvenir de vous, mais ils ont tôt fait de vous oublier, parce qu'ils ont des choses à faire, hein. Ils ont des barques à mettre sur l'eau, ils ont des charrues, c'est-à-dire qu'ils ont des travaux à faire dans les champs. Donc ils finissent par vous oublier. Dans le texte, qui sont les trois groupes, entités à qui s'adresse le poème? Là, il fallait lire. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Alors, à qui s'adresse ce « oh » comme ça, assez incantatoire? Eh bien, à qui, tout simplement? On pourrait penser au lecteur. Eh oui, d'une certaine manière, Victor Hugo s'adresse au lecteur. Et donc, premier groupe. Ensuite, regardons vers 13. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue, vous roulez à travers les sombres étendues. Alors, qui est ce vous à qui Victor Hugo s'adresse cette fois-ci? Qui sont ces pauvres têtes perdues? Ce sont les marins. Donc, il va s'adresser aux naufragés directement. Et enfin, souvenez-vous de la dernière strophe. Ô flot que vous savez de lugubres histoires, cette fois-ci, le vous s'adresse à l'océan, à la mer. Donc, trois groupes, le lecteur, les marins disparus en mer et la mer elle-même. Au vers 1, 7 et 43, que vote. Vers 1, ô combien de marins leur équipage. Vers 43, où sont-ils les marins sombrés dans les nuits noires? Que fait Victor Hugo? Là, tout simplement, vous l'avez vu grâce à la ponctuation, il pose une question. Pourquoi poser des questions dans un poème? C'est qu'une question, généralement, ça attend une réponse. Donc quand vous questionnez, quand vous posez des questions, ça interpelle
la personne à qui vous la posez, ça le rend plus attentif. Ça permet de faire le lecteur dans le texte. Mais il n'y a pas que Victor Hugo qui se pose des questions. Regardons au vers 19 et 20. On se demande où sont-ils? Sont-ils les rois de quelque île? Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile? Alors là, vous remarquez des guillemets. Donc ça veut dire qu'on cite quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Alors qui parle? Qui est ce on dans on demande? Eh bien, ce sont les gens qui sont encore vivants et qui attendent le retour des marins. Et que font-ils? Eh bien, ils se posent des questions, eux aussi. Où sont les marins qui ont disparu? Et ils se demandent, est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont tout simplement partis? Parce que parfois, quand les gens disparaissent, on préfère se dire qu'ils sont partis, qu'ils ont trouvé un endroit plus agréable dans lequel vivre, et pas simplement qu'ils sont morts. Donc, on voit que les gens qui sont vivants font des hypothèses, se posent des questions, et font des hypothèses sur ce qu'il advient des marins disparus en mer. À partir de quand le souvenir des marins sombre-t-il définitivement dans l'oubli? On a vu, au début, quand vous disparaissez en mer, on continue de parler de vous dans les mais les gens ont vite fait de vous oublier. Les seules personnes qui se souviennent de vous, ce sont, seules durant ces nuits où l'orage est vainqueur, vos veuves au front blanc. Ce sont donc les femmes des marins disparus en mer qui se souviennent le plus longtemps des marins. Mais ces femmes, que leur arrive-t-il au bout d'un moment? Fatalement, la tombe enfin a fermé leurs paupières, elles meurent. Et lorsqu'elles meurent, il ne reste plus rien des marins. Et oui, puisqu'ils ne vivaient que par le souvenir des vivants qui se souvenaient d'eux, et qu'ils n'ont même pas de pierre tombale, ils n'ont même pas une humble pierre au cimetière, ça veut dire que leur souvenir est définitivement effacé. C'est donc une forme de mort que ne peut se souvenir d'eux et se recueillir sur leur tombe, puisque leur corps meurt au fond de la mer. Voilà pour les questions. On récapitule en complétant la leçon avec les mots qui manquaient. Donc, on avait grand A, un poème, grand B, une mer dangereuse, grand C, un poème lyrique, dans lequel on va nous parler de la mort et ensuite de l'oubli, puisqu'on ne trouve jamais les corps des marins et que leur souvenir disparaît. Voilà pour les questions sur le texte.